Nicolas Normand, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous que la France a manqué l'occasion, en 2013, de neutraliser, de désarmer tous les groupes armés du Nord Mali? Pourquoi dites-vous qu'elle a ajouté du désordre au désordre? Effectivement, je suis assez critique sur cette opération. Sur le principe, l'opération Serval de janvier 2013 était une excellente opération, c'est-à-dire il fallait empêcher les différents groupes djihadistes réunis de déferler vers le sud, éventuellement vers Bamako. Le problème, c'est que la France a cru ensuite distinguer des bons et des mauvais groupes armés. Certains qui étaient perçus comme politiques et d'autres qui étaient perçus comme terroristes. Et l'armée française est allée rechercher ce groupe, c'était le MNLA à l'époque, ces séparatistes Touaregs, d'une tribu particulière qui était minoritaire au sein même des Touaregs, les Iforas. Les Iforas. Et ce groupe, on est allé le chercher et on lui a donné la ville de Kidal. Et ensuite, ultérieurement, il y a eu les accords d'Alger qui mettent sur une sorte de piédestal ces séparatistes à égalité en quelque sorte avec l'État. Alors ça, c'est une erreur importante. Alors, vous constatez comme tout le monde que l'accord d'Alger de 2015 n'est pas appliqué, notamment au niveau du désarmement, et vous dites que les groupes Touareg Iforas, qui contrôlent la ville de Kidal notamment, ont intérêt à ce qu'il ne soit pas appliqué, ont intérêt au statu quo, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les zones qu'ils contrôlent, eh bien, l'année dernière, ils ont fait voter massivement pour la reconduction du président Ibeka. Alors, effectivement, les groupes ex-rebelles signataires de l'accord d'Alger ne sont pas mécontents des lenteurs de l'application de l'accord d'Alger. Le problème de cet accord, si vous voulez, c'est que il est un peu signé avec des seconds couteaux quand même, c'est-à-dire des séparatistes et des groupes, curieusement, anti-séparatistes pro-Bamako, qui sont quand même des groupes armés. En fait, c'était des rivalités inter-Touareg au départ, entre les Iforas nobles et le tiers-état Touareg qu'on appelle les Imrad. Les Imrad, ce tiers-état, étaient pro-Bamako pour résister au pouvoir féodal de la noblesse Iforas, qui elle était séparatiste en bonne partie pour pouvoir résister elle-même à la démocratisation, au pouvoir du nombre et au pouvoir de l'égalité et de statut entre les nobles et le tiers-état. Donc je pense que la rébellion Touareg était avant tout une défense de privilèges féodaux d'une minorité de Touareg dans la région de Kidal. Le problème de l'accord d'Alger, c'est qu'on a donné un statut fort, avantageux et toutes sortes d'avantages matériels aux signataires. Actuellement, ils sont payés pour participer à des comités de gestion. Il n'y a pas d'élection et il n'y a pas de désarmement immédiat. Alors, le fait qu'ils puissent garder leurs armes jusqu'à la fin du processus, et ils sont toujours pas désarmés pour l'essentiel, ça a créé une sorte d'instabilité dans la région, parce que les groupes majoritaires non Touareg se sont sentis un peu menacés, donc tout le monde s'est armé, il y a une tribalisation armée qui s'est produite au Nord Mali. D'autre part, ceux qui n'ont pas pris les armes, c'est-à-dire la majorité des communautés locales, ont bien vu qu'il y avait des privilèges donnés à ceux qui avaient pris les armes, et donc ça a suscité aussi des troubles. Ils se sont dit, pour avoir des avantages, il faut prendre les armes. En plus, l'aboutissement de l'accord, c'est le désarmement et ce sont des élections. Et cette noblesse Iforas minoritaire n'a pas intérêt à des élections parce qu'à ce moment-là, elle serait sans doute balayée par la majorité non-Iforas. D'où la question, comment préserver les privilèges de la chefferie des Iforas dans un système démocratique et égalitaire? Alors, je pense qu'il y a une pression très forte de la base des groupes armés pour appliquer quand même l'accord d'Alger, parce que ce sont les chefs qui bénéficient de ces privilèges. La base, eux, ils espèrent être intégrés dans l'armée ou dans l'administration, donc ils vont passer du statut de combattant sans emploi en pratique, aujourd'hui surtout, à un emploi fixe et rémunéré par l'État. Donc, idéalement, étant donné que pour l'instant, ces Iforas se sont crispés sur leurs privilèges, il faudrait qu'ils négocient eux-mêmes avec leurs tiers-États, c'est-à-dire avec les Imrad, les tributaires Touareg, pour partager le pouvoir à Kidal. À Kidal, les Iforas sont minoritaires et ils ont tout le pouvoir actuellement. Et vous dites qu'il y a un exemple réussi, c'est au Ghana. Oui, c'est-à-dire qu'au Ghana, si vous voulez, de façon plus générale, c'est un peu le problème de la transition entre les pouvoirs traditionnels et la démocratisation. Au Ghana, c'est un exemple de réussite où les chefs traditionnels ont gardé certains pouvoirs locaux, fonciers, juridiques. Alors on peut s'inspirer de ça, c'est tout à fait possible. Et vous écrivez que la stratégie actuelle de la France et de l'Europe, c'est-à-dire faire converger au Nord Mali l'action militaire et le développement, eh bien ça ne suffit pas. Il faut développer l'État régalien. Vous dites que dans les forces de sécurité maliennes, il n'y a actuellement que 16 000 personnes. Oui, c'est-à-dire d'une façon globale, si vous voulez, l'approche, elle est simpliste, si vous voulez. On applique toujours la même formule, pas seulement au Mali, mais également en RDC ou en République centrafricaine. Il y a des troubles, on envoie une sorte de corps expéditionnaire. C'était Serval devenu Barkhane au Mali, c'était Sangaris en Centrafrique. Et ensuite, on fait une élection précipitée
députés du président de la République qui est censé redonner une légitimité au pouvoir. Et ensuite, on met des casques bleus pour gérer le tout. Et en fait, le tout, c'est un chaos en général. Il faut sortir de cette approche simpliste et comprendre un peu les causes du problème. Les causes du problème, c'est que l'État malien, ou évidemment l'État de Centrafrique, s'est effondré parce que c'est un État très fragile et que finalement l'aide au développement elle-même a contribué à sa fragilité puisqu'elle a contourné l'État en s'adressant directement à la population. On n'a pas vu que l'armée s'affaiblissait, était insuffisante pour tenir tête à des groupes armés. On n'a pas vu que la police ne fonctionnait pas bien. On n'a pas vu que la justice ne fonctionnait pas non plus, ne s'appliquait pas dans les zones périphériques et que donc beaucoup de zones étaient une sorte de Far West sans shérif, de friches étatiques, de zones sans contrôle. À ce moment-là, des groupes armés prolifèrent. Tous ces groupes se développent lorsque l'État est faible et ne contrôle plus son territoire. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de traiter militairement et ensuite apporter du développement, ça c'est trop simpliste. Il faut traiter le problème de la fragilité de l'État et de ses services fiscaux, parce que sans fiscalité, évidemment, on ne peut pas payer une armée, une police et une justice, et ni une éducation nationale, évidemment. Vous qui avez été ambassadeur de France à Bamako, mais aussi à Dakar, à Brazzaville, vous balayez l'actualité africaine de façon très approfondie dans le grand livre de l'Afrique, que vous venez de publier aux éditions Erol. Vous dites à un moment que le facteur ethnique est souvent une construction politique de la part d'entrepreneurs identitaires, mais en même temps vous reconnaissez qu'il existe ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. Oui, alors j'essaye de remettre à sa place en quelque sorte le facteur ethnique qu'on a tendance souvent à grossir de la part des analystes en Europe. Même à la limite, le mot ethnie est presque réservé à l'Afrique, alors que le phénomène du multiculturalisme existe partout, n'est-ce pas? Il y a 6000 langues sur la planète, il y a moins de 200 États. Tous les pays sont multiculturels, en fait. Alors, il y a des tensions qui existent au sein même de notre psychologie. Freud a expliqué qu'on avait des pulsions de violence et que celles-ci pouvaient se focaliser sur des petites différences ethniques, par exemple, culturelles, linguistiques. C'est ce qu'il appelle le narcissisme des petites différences. Mais j'essaye dans mon livre d'analyser plus en profondeur les principales causes de conflits en Afrique et je considère que la cause numéro 1, aujourd'hui en tout cas, c'est la fragilité des États dont je viens de parler. Donc, en l'absence d'autorité étatique, dans certaines zones, se créent des groupes armés parce que, comme Thomas Hobbes l'avait théorisé dès le XVIIe siècle, les gens ont des passions, ils ont aussi des ressentiments, ils ont une avidité économique ou une ambition politique. Et s'il n'y a pas de barrière, ni étatique par la police et la gendarmerie et la justice, ni culturelle par son propre surmoi en quelque sorte, eh bien à ce moment-là, des conflits s'observent. Il y a aussi les conflits dont je parlais entre castes, n'est-ce pas, entre dominés et dominants, qui sont des conflits d'ordre sociologique. Donc toutes ces causes sont finalement plus importantes que les causes de différences ethniques qui ont toujours existé, qui n'ont pas toujours provoqué des guerres. Et puis il y a des pays comme la Somalie où tout le monde est de la même ethnie, de la même culture, de la même religion, et c'est un pays très instable. Donc on voit bien que l'explication ethnique est tout à fait insuffisante et qu'il faut en chercher d'autres. Nicolas Normand, merci.